Imaginez une vallée isolée, où le vent souffle la poussière et non la pluie. Un ranch solitaire, un homme qui cherche seulement la paix, et une rencontre inattendue qui va tout changer. Ce jour-là, Corbin Thorne tend la main pour aider une jeune femme blessée. Un simple geste de bonté, qui attire l'attention de 300 guerriers apaches. 6 jours d'observation, de tests silencieux, où chaque action compte. Courage, honneur et choix difficiles, sa vie, sa terre, et une paix fragile en dépendent. Petit losange bleu entre survie et respect, trahison et loyauté, découvrez l'histoire d'un homme qui a appris qu'aider quelqu'un peut tout changer, même dans le Far West. Quelque part entre les crêtes du canyon et l'étendue infinie de la lande, là où le vent portait la poussière plutôt que la pluie, un homme trouva quelque chose qu'il ne cherchait pas. Corbin Thorne se rendait à son puits cet après-midi-là lorsqu'il la vit effondrée contre la clôture en bois. Une jeune femme, plus grande que n'importe qui l'ait vue, les cheveux sombres emmêlés de terre et de sang. Elle portait du cuir de cerf et des perles qui l'identifiaient comme membre de son peuple. Ses lèvres étaient craquelées et pâles. Quand il lui tendit la louche d'eau, elle le regarda avec plus de méfiance que de gratitude. Mais elle but. 3 fois. Et lorsqu'elle eut terminé, elle se leva, silencieuse, le scrutant comme si elle voulait mémoriser son visage. Puis elle tourna les talons et disparut dans les collines sans un mot. Corbin la regarda s'éloigner, pensant que l'histoire s'arrêtait là. Il se trompait. Corbin Thorne vivait sur ces terres depuis assez longtemps pour savoir quand quelque chose allait mal tourner. Le ranch se trouvait dans une vallée peu profonde, où l'herbe était rare, et le voisin le plus proche était à 2 jours de cheval au sud. Il avait choisi l'isolement. Pas de questions, pas d'ennui, juste le bétail, quelques chevaux et ce silence qui permettait d'oublier ce qu'on avait laissé derrière soi. Il ne fuyait rien de particulier, juste le bruit des gens qui pensaient mieux savoir que lui. Ce soir-là, après la disparition de la jeune fille apache, Corbin continua son travail comme toujours. Il nourrit les chevaux, vérifia la clôture dont le bois commençait à pourrir, répara une charnière de portail qui grinçait depuis des semaines. Mais son esprit revenait sans cesse à elle. La façon dont elle l'avait regardée, ni effrayée, ni reconnaissante, simplement consciente, comme si elle avait pris sa mesure et avait décidé quelque chose dont il n'était pas informé. Il se dit que cela n'avait pas d'importance. Des gens passaient régulièrement dans cette région, prospecteurs, voyageurs, autochtones se rendant ou revenant des postes de commerce à l'ouest. Elle s'était perdue, blessée, et maintenant elle était partie. Point final. Mais cette nuit-là, allongé sur sa paillasse dans la cabine, Corbin ne pouvait se défaire de l'impression que l'air avait changé. Les chevaux étaient nerveux. Il les entendait se déplacer dans l'enclos, leurs sabots grattant la terre. Une chouette poussa un cri aigu qui déchira l'obscurité. Corbin se redressa, écouta. Rien ne suivit, juste le vent qui frappait les murs et l'appel lointain de quelque chose chassant dans les collines. Il se rallongea, fixant les poutres rudeuses du plafond. Demain, il irait vérifier le troupeau dans le pâturage du nord. Tout reviendrait à la normale. Il se répétait cela au lever du soleil. Corbin sortit dès la première lumière, ajustant ses bretelles et plissant les yeux face à l'éclat. Le ciel était clair, bleu pâle, s'éclaircissant vers les bords. La vallée s'étendait devant lui, herbes rases et formations rocheuses parsemant le paysage. Et puis il les vit. Au début, il pensa que ses yeux le trompaient. Des ombres sur la crête, mais les ombres ne bougent pas ainsi. Elle ne s'assoit pas sur des chevaux en silence parfait. Il compta 10, puis 20, puis cessa de compter. Elle barrait les crêtes au nord, les collines à l'est, la pente descendant vers le lit sec du ruisseau à l'ouest. Partout où il regardait, d'autres guerriers apaches étaient à cheval, lances et fusils visibles même à cette distance. Ils n'avançaient pas. Ils ne faisaient aucun bruit. Ils étaient là, encerclant son ranch comme un œuf serré. La main de Corbin se porta instinctivement vers son fusil, appuyé contre l'encadrement de la porte, mais il se retint. Que pourrait un seul fusil contre une armée? Il entra dans la cour, ses bottes crissant sur la terre dure. Les chevaux de l'enclos étaient collés à la clôture, tête haute, narines dilatées. Il sentait aussi le danger. Corbin scruta encore les crêtes, essayant de comprendre. Ce n'était pas une attaque rapide. Les raids frappaient vite et fort, puis disparaissaient. Non, ceci était autre chose.
Délibéré. Un message. Mais quel message? Il pensa à la fille. À l'eau. La façon dont elle l'avait regardé avant de partir. Et alors, comme convoqué par cette pensée, un mouvement attira son regard. Un cavalier se détacha du groupe sur la crête nord et descendit la pente. Lentement, avec contrôle. Le cheval progressait sur les rochers avec la précision d'un cavalier né sur la selle. Corbin ne bougea pas, ne saisit pas son fusil, ne courut pas. Il resta là, au milieu de sa cour, observant le cavalier approcher, se demandant si c'était le jour où sa chance allait enfin le quitter. Le cavalier s'arrêta à une quinzaine de mètres. Un homme plus âgé, le visage marqué par le soleil et le vent, et quelque chose de plus dur, l'autorité. Pas de peinture de guerre, pas nécessaire. L'autorité émanait de lui comme la chaleur de la pierre. Derrière lui, d'autres cavaliers apparaissaient. Des dizaines, encadrant et observant. Le vieil homme leva une main. Ni salutation, ni menace, juste levée, attendante. Son cœur battait à tout rompre. Quoi qu'il arrive, la décision avait été prise avant son réveil. Était-ce un sauvetage ou un jugement? Puis il descendit de cheval, d'un pas lent et cérémonial. 10 pas, il s'arrêta. Corbin força sa respiration. C'était un test. Si l'intention était de le tuer, il serait déjà mort. Face à face, à une quinzaine de mètres, le visage du guerrier était tanné, ses yeux noirs et impénétrables. Ses cheveux poivre et sel longs, une dague à la ceinture et un fusil sur le cheval. Corbin garda les mains visibles, non menaçantes. Il ne parla pas. Après un long silence, le vieil homme leva la main et désigna le puits. L'eau. La fille. Le geste était clair. Corbin hocha lentement la tête. Oui, il avait donné de l'eau à quelqu'un. La fille. Alors, par un geste rapide, elle apparut à son tour. Elle était différente, cheveux tressés avec des perles, cuir propre, collier de turquoise et argent. Droite sur son cheval peint, sa taille imposante. Elle se détacha des guerriers. Elle arriva à lui, s'arrêta à 3 mètres, et le fixa. Tu as donné de l'eau. Ce n'était pas une question, mais une affirmation, une reconnaissance. Corbin hocha la tête. Puis elle traduisit les paroles de son père, le chef. Mon père dit, tu es courageux ou fou. Corbin comprit enfin, il avait aidé la fille du chef, commandant 300 guerriers. Elle ajouta, tu as sauvé une vie, simplement parce qu'une personne avait soif. Cela fait la différence. Corbin sentit le poids de 300 regards sur lui. Je suis content que tu ailles bien. Elle inclina légèrement la tête, le scrutant. Tu n'as pas peur? Je suis terrifié, admit-il. Mais il savait que tirer ou fuir ne changerait rien. Alors que je me tenais là pour la première fois, un léger sourire, presque de l'amusement, effleura son visage. Elle parla encore à son père, qui acquiesça d'un signe de tête avant de retourner vers son cheval. La jeune fille regarda Corbin une dernière fois. Nous regardons. Voyons si tu dis la vérité ou mens, si tu révèles notre emplacement aux autres hommes blancs, si tu es bon ou mauvais. Combien de temps? Demanda Corbin. Elle ne répondit pas et remonta simplement sa monture. Le vieux guerrier la suivit. Corbin resta dans sa cour alors que le soleil montait, observé par des guerriers qui se fondaient dans le paysage comme des sentinelles de pierre. Il était prisonnier chez lui, sans savoir combien de temps durerait cette captivité. 3 jours passèrent. Les guerriers, inflexibles, ne bougeaient pas, faisant tourner leur position mais ne quittant jamais les crêtes. Chaque soir, la fumée de leur feu s'élevait dans le ciel. Corbin tenta de vaquer à ses occupations, mais tout semblait faux. Il nourrissait les chevaux sous des yeux attentifs, réparait les clôtures, puis tirait de l'eau du puits où il avait trouvé la fille, se demandant si chaque seau était compté. Le sommeil était fragmenté, chaque bruit le réveillait. Les chevaux, sensibles à sa tension, devenaient nerveux. Le 4e matin, quelque chose avait changé, un des guerriers avait laissé près de sa porte un paquet enveloppé dans une peau contenant de la viande séchée et un pot en argile d'eau. Corbin se demanda si c'était par respect ou pour s'assurer qu'ils survivent à leur test. Quoi qu'il en soit, il mangea. La viande était dure et très salée,
mais c'était de la nourriture, nécessaire car ses provisions diminuaient et il ne pouvait quitter la vallée avec un groupe de guerriers bloquant toutes les issues. Le 5e jour, l'isolement pesait. Il aimait la solitude, mais là, il était observé à chaque instant. Il commença à parler aux chevaux juste pour entendre une voix, même la sienne. Le 6e jour, la fille revint, seule cette fois. Elle s'arrêta à 10 pas de lui. « Tu es toujours là ?» demanda-t-elle. « Je n'avais pas le choix » répondit Corbin. Elle descendit de cheval et s'approcha. Sa taille était impressionnante, presque égale à la sienne. Ses yeux perçants semblaient lire son âme. « Tu pourrais fuir » dit-elle. « Et mourir avant d'avoir fait un mile » répondit Corbin. « Non merci. »« Tu es intelligent » répliqua-t-elle, sur un ton neutre. La plupart des hommes blancs fuient, se font attraper ou tuent. Toi, tu restes et attends. Que faire d'autre? Elle ne répondit pas tout de suite, regardant le puits. Profond, dit-elle. Assez profond, acquiesça Corbin. Même en été, il ne tarit pas, voilà pourquoi tu vis ici. Bonne eau, c'est une partie. Elle se tourna vers lui, mon peuple a besoin d'eau aussi. Cette terre était à nous. Maintenant, les hommes blancs construisent des clôtures, creusent des puits, prennent ce qui était libre. Corbin sentit le poids de ces mots. Il avait acheté légalement cette terre, mais selon des lois qui n'avaient jamais demandé leur avis aux Apaches. « Je ne veux pas d'ennuis, dit-il prudemment. Les ennuis sont déjà là. La question est, que fais-tu ? Avant qu'il ne puisse répondre, des coups de feu retentirent, venant de la crête. La fille réagit immédiatement, appelant ses guerriers. Des hommes blancs arrivent. Beaucoup, avec des fusils. Ils nous traquent. Le sang de Corbin se glaça. Elle monta son cheval d'un mouvement fluide, s'ils vous trouvent avec nous, ils te tueront aussi. Elle partit au galop vers la crête, tandis que les guerriers disparaissaient dans les collines comme de la fumée. Corbin resta seul, entendant les chevaux et les voix des hommes approcher, excités, sûrs d'avoir coincé leur proie. Peu après, 15 cavaliers apparurent, peut-être plus. Vêtus de toile usée, chapeau large, arme à la main, ils s'arrêtèrent à une trentaine de mètres de lui. « Vous êtes seul ici ?» demanda le chef. « Oui » répondit Corbin calmement, main visible. « Vous avez vu des Apaches passer ?» L'un des hommes, plus jeune, s'avança, fusil en main. « Nous suivons un groupe qui a attaqué une colonie. » Corbin réfléchit. Il pouvait mentir, mais ces hommes avaient vu les traces des 300 guerriers. « J'ai vu des signes, dit-il prudemment. Mais ils sont partis. » Le chef fronça les sourcils. « Partis où ? » Vers le nord, je pense. Ce n'était pas totalement faux, les guerriers s'étaient retirés, mais le nord n'était qu'une estimation. L'homme barbu s'approcha, « Vous avez de la chance qu'il ne vous ait pas tué. »« Peut-être que je ne le méritais pas, » répondit Corbin. L'homme rit, un rire dur. « Nous sommes une milice volontaire, nous chassons un groupe qui a attaqué une colonie 2 semaines plus tôt. » Corbin sentit son estomac se nouer. Les hommes se dispersèrent autour de la cabane, vérifiant les traces et les provisions. Corbin vit un mouvement à l'ouest, une silhouette ou un rocher, qui pourrait être un guerrier observant depuis la couverture. Les Apaches n'étaient pas partis. Ils s'étaient juste reculés suffisamment pour éviter le combat. Ils étaient toujours là, à observer. Et si ces miliciens les retrouvaient, la vallée allait s'embraser. L'homme barbu entra dans la cabane. Corbin le suivit, son esprit analysant chaque possibilité. Il pourrait leur dire la vérité, les Apaches n'étaient pas des pillards et étaient là depuis plusieurs jours sans causer de tort. Mais le croirait-il ? Ou penserait-il qu'il avait pris leur parti ? Vous avez du café ? demanda l'homme barbu en scrutant les étagères. Un peu, répondit Corbin. Parfait. Donnez-nous ce que vous pouvez. Puis il se tourna vers Corbin avec insistance. Et vous allez nous dire exactement où sont passés ces Apaches. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Corbin rencontra ses yeux durs et comprit que le moment était venu. Il pouvait les orienter vers le nord et les faire courir après des ombres, ou vers l'ouest et les conduire dans une embuscade. Ou il pouvait dire la vérité et risquer d'être considéré comme un traître. Dehors,
Un des hommes cria. On a trouvé des traces fraîches. Beaucoup d'empreintes. Ils ne sont pas loin. Le visage de l'homme barbu se durcit. Il posa la main sur son revolver. Depuis combien de temps sont-ils partis? Pas assez longtemps, répondit Corbin. L'homme barbu sortit, revolver en main, et Corbin le suivit, le cœur battant. Les miliciens examinaient le sol mou de la clôture et, observant des empreintes claires de dizaines de chevaux non abattus, organisés comme dans un camp. Ils sont là depuis des jours, dit un homme en s'agenouillant pour examiner les traces. Le jeune cavalier braqua son fusil sur Corbin. Vous avez menti. Ils n'ont pas juste traversé. Ils campaient ici. J'ai dit que j'avais vu des signes, répondit Corbin calmement. Je n'ai pas dit qu'ils m'avaient attaqué. Pourquoi pas? S'emporta l'homme barbu. Vous êtes un colon sur leur terre. Pourquoi vous auraient-ils laissé vivre? Corbin savait qu'il n'avait qu'une chance de désamorcer la situation et d'empêcher une boucherie. Peut-être parce que je ne leur ai donné aucune raison de me tuer. Vous les comprenez? Demanda le jeune cavalier avec suspicion. Je comprends ce que signifie rester en vie, répondit Corbin. Ils avaient 300 guerriers sur ces crêtes. S'ils avaient voulu ma mort, je serais déjà mort. Ils m'ont laissé tranquille, alors je les ai laissés tranquilles. Le visage de l'homme barbu pâlit. 300? Oui. 300 Apaches entouraient ce ranch pendant 6 jours, et aucun n'a tiré, expliqua Corbin. 15 fusils contre 300 guerriers, ce n'est pas du courage, c'est du suicide. Alors pourquoi étaient-ils là? Demanda un autre. Les groupes de guerre ne campent pas sans raison. J'ai aidé quelqu'un, une des leurs, précisa Corbin. Je lui ai donné de l'eau quand elle en avait besoin. Ils sont venus voir quel genre d'homme j'étais. L'aile? S'étonna le jeune cavalier. J'ai aidé une personne blessée et assoiffée, comme j'aurais aidé n'importe lequel d'entre vous. L'homme barbu ne semblait pas convaincu. Il surveillait que je ne courais pas en ville pour appeler une armée, expliqua Corbin. Il désigna les miliciens. Ils avaient raison de s'inquiéter. Nous avons des familles brûlées, des enfants tués, vous voulez qu'on laisse passer? Assurez-vous juste de traquer les bonnes personnes, répondit Corbin. Ceux qui étaient là n'ont attaqué personne. Ils me testaient. Avant qu'il ne puisse répondre, un cri perçant traversa la vallée. Ni humain, ni animal, un signal. Tous les hommes s'immobilisèrent, les chevaux frémirent. Les cris se multiplièrent, venant des crêtes du nord, du sud et de l'ouest. Ils sont toujours là, murmura le jeune cavalier, son fusil tremblant. L'homme barbu scruta les crêtes, mais rien à voir, juste des roches et des ombres. Les appels se rapprochaient, serrant la vallée comme un étau. Montez, ordonna-t-il. Nous partons. Les hommes obéirent, montèrent à cheval, effrayés. Corbin resta, seul dans sa cour, tandis que le tonnerre des sabots disparaissait dans le vent du désert. Silence. Puis un mouvement sur la crête. La jeune fille apparut en premier, suivie de son père et d'une dizaine de guerriers. Ils descendirent lentement. La fille s'approcha de Corbin. « Tu ne leur as pas dit où nous étions. »« Non, mais vous pourriez. »« Ils ne tueront personne. »« Je ne veux la mort de personne, » répondit Corbin. Elle échangea un regard avec son père, puis dit. « Mon père dit que le test est terminé. »« Tu as réussi. » Le cœur de Corbin se détendit. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, nous parlons ?» répondit-elle presque avec un sourire. Le chef s'approcha de la cabane, sans agressivité. À l'intérieur, il examina la simplicité des lieux et déclara, par l'intermédiaire de sa fille. « Tu vis simplement, comme un guerrier, sans extra. » Puis il sortit un collier finement travaillé et le posa devant Corbin. « Porte-le. Mon peuple saura que tu es un ami et ne te nuira pas. » Corbin comprit enfin, son honneur, sa retenue et son respect de la vie avaient été reconnus. « Vous avez montré du respect sans obligation, » dit Nijoni. « Vous avez pris des risques pour ne pas trahir. Mon père voit en vous quelque chose de rare. » Le chef conclut. « La terre et l'eau appartiennent à tous. Les êtres humains doivent s'entraider. »
Corbin regarda le collier. Pour la première fois depuis des jours, il sentit que tout était en sécurité. « Vous ne pouvez pas passer ici, dit-elle en faisant une pause. Mais vous êtes différent. Vous avez une clôture. Oui. Vous avez un puits. Mais quand quelqu'un a besoin d'eau, vous la donnez. Vous ne demandez pas si cette personne est apache ou blanche, chrétienne ou non. Vous donnez simplement de l'eau à celui qui a soif. N'importe qui ferait la même chose. » Non, répondit Corbin. Le chef parla en anglais. Un seul mot qui portait un poids immense. Puis il continua en apache, et Nijoni traduisit, « La plupart des hommes ne le feraient pas. La plupart voient une fille apache et pensent danger, problème, opportunité, toi, tu vois une personne assoiffée. Voilà la différence. » Le chef se leva et poussa le collier vers Corbin. « Tu le prends, tu le portes, tu es protégé. » Corbin prit le collier. Le travail de perles était complexe et magnifique, le cuir doux et bien travaillé. Que cela signifie-t-il pour moi, pour mon ranch? Nijoni et son père échangèrent un regard. Puis elle parla sans attendre la traduction. Cela signifie que tu peux vivre en paix. Mon peuple ne vous dérangera pas. Nous veillerons sur vos terres en votre absence. Si d'autres Apaches passent par ici, nous leur dirons que vous êtes un ami. Elle fit une pause. Mais il y a autre chose. Corbin attendit. Ces hommes blancs reviendront. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais ils reviendront. Ils veulent combattre les Apaches, se venger pour des choses qu'ils pensent que nous faisons. Son expression se durcit. Si tu portes ceci et qu'ils le voient, ils te croiront traître. Ils ne comprendront pas. Ils voudront te faire du mal aussi. Le chef parla une dernière fois, bref et précis, mon père dit, choisis avec soin. La protection de notre part signifie danger de leur part. Tu ne peux pas avoir les deux. Corbin tint le collier dans ses mains, sentant le poids du choix. Ce n'était pas qu'un bijou, c'était une déclaration, une ligne tracée dans la poussière sur laquelle il devait se tenir d'un côté ou de l'autre. Il pensa aux miliciens qui venaient de partir, au regard dur des hommes barbus, aux soupçons du jeune écrivain. S'il revenait et le trouvait portant des symboles apaches, il tirerait avant de poser des questions. Il serait considéré comme un traître. Mais qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Ses propres gens, des colons blancs qui avaient pris des terres par la force et appelaient cela légal, des hommes qui chassaient d'autres êtres humains comme des animaux et appelaient cela justice. Était-ce vraiment son peuple simplement parce qu'il partageait sa couleur de peau? Il regarda Nijoni. Elle se tenait droite, attendant sa réponse avec la patience de quelqu'un qui avait déjà accepté son choix. Elle avait soif, et il lui avait donné de l'eau. Simple, humain. Et maintenant, 300 guerriers le laisseraient en paix pour cela. Ou il pouvait refuser le collier, garder ses distances, essayer de rester neutre dans un territoire où la neutralité devenait impossible. Vivre seul, ne faire confiance à personne, espérer que les deux camps le laissent tranquille. C'était son plan initial. Isolement, paix par la distance. Mais le monde l'avait trouvé de toute façon, l'obligeant à choisir. Corbin passa le collier autour de son cou. Les perles reposaient sur sa poitrine, fraîches contre sa peau. « Je choisis de vivre avec honneur, dit-il. Comme il avait essayé de le faire depuis le début. Le chef ne changea pas d'expression, mais quelque chose dans sa posture évolua. Respect, peut-être. Il se leva et posa brièvement une main sur l'épaule de Corbin, un geste qui n'avait pas besoin de traduction. Nijoni parla à son père en apache. Il hocha la tête et répondit. Elle se tourna vers Corbin. « Mon père dit que tu es courageux ou stupide ?» Peut-être les deux. Les hommes courageux parfois deviennent des légendes. « Je ne cherche pas à devenir une légende, » répondit Corbin. « Je veux juste vivre en paix. » La paix demande plus de courage que la guerre, dit Nijoni. N'importe qui peut se battre. Il faut une personne spéciale pour choisir de ne pas se battre quand tout le monde veut du sang. Le chef se dirigea vers la porte. Nijoni fit une pause sur le seuil. « Tu as des questions ?» « Beaucoup, » admit Corbin. « Alors pose-en une, pendant que mon père est là. Pendant que les mots ont encore un sens avant que le monde ne se complique à nouveau. » Corbin réfléchit un instant. «
Ce test des 3 jours seul, sans nourriture ni eau, l'as-tu réussi? Expression de Nijoni, impossible à lire. J'ai survécu. C'est réussir. Mais pas comme je l'avais prévu. Je suis tombée, j'ai eu besoin d'aide. Certains disent que ça signifie échouer. Et toi, que dis-tu? J'ai appris plus en tombant qu'en restant forte. Elle regarda son père. Parfois, la leçon vient d'où tu ne l'attends pas. Parfois, la force, c'est savoir accepter de l'aide. Le chef appela depuis l'extérieur. Mon peuple part maintenant. Nous allons vers le nord, aux terres d'été. Les blancs rendent difficile de rester longtemps au même endroit, toujours en train de pousser, toujours en train de prendre. Revenez-vous, demanda Corbin. Peut-être si nous avons besoin d'eau, dit-elle en le regardant. Si nous avons besoin de nous rappeler que tous les hommes blancs ne sont pas pareils. Elle monta à cheval en un mouvement fluide. Le chef était déjà sur le sien, les guerriers derrière lui. Il se retirait, laissant la vallée. Le siège était terminé, le test aussi. Corbin toucha le collier sur sa poitrine. Le travail de perle était désormais chaud contre sa peau. Il était protégé. Mais aussi marqué. Et quelque part au sud, 15 hommes armés écrivaient à leur colonie, racontant l'histoire des guerriers Apaches. Des histoires qui se propageraient et attireraient plus d'hommes, plus d'armes, plus de problèmes. La paix qu'ils voulaient semblait plus lointaine que jamais. Mais maintenant, ils savaient où ils se tenaient. Et si des hommes venaient chercher la guerre, ils devraient passer par lui. Il espérait juste avoir fait le bon choix, car il n'y avait pas de retour possible. 3 semaines passèrent. La vallée retrouva un calme précaire. Corbin travaillait sa terre, s'occupait de ses animaux, et gardait le collier visible sur sa poitrine. Il ne le cachait pas. Puis le trouble revint un mardi matin. La poussière s'éleva sur le sentier sud. Des cavaliers approchaient rapidement. Corbin en compta 8, moins qu'avant, mais mieux armés. Le chef barbu de la milice était de retour, avec des renforts. Ils encerclèrent le ranch. Nous avons entendu des rumeurs, cria l'homme barbu, les yeux fixés sur le collier. On dit qu'un rancher ici fait du commerce avec l'ennemi. Je ne commerce avec personne, répondit Corbin. Je vis en paix. Ce collier, cela fait de toi l'un des leurs, dit le jeune écrivain, voix tendue. Cela me rend quelqu'un qu'ils ne tueront pas, répondit Corbin. Une décision pratique dans un territoire hostile. L'homme barbu descendit de cheval. Tu veux expliquer? Corbin resta calme. J'ai donné de l'eau à une fille mourante. Son père commande 300 guerriers. Ils m'ont testé 6 jours. J'ai réussi. Ils m'ont offert protection. J'ai accepté. C'est tout. Les hommes restèrent silencieux. Finalement, le leader secoua la tête. Tu es fou, mais honnête. Ils remontèrent à cheval et partirent, laissant Corbin seul dans sa vallée. Ce soir-là, il alla puiser de l'eau pour ses chevaux. L'eau était froide, claire, intacte. À l'horizon, il vit un cavalier, seul. Nijoni le salua d'une main avant de disparaître dans l'ombre. Corbin toucha le collier. Il avait perdu la confiance de certains, mais gagné quelque chose de plus précieux, une paix authentique. Il entra dans sa cabane, alluma une lampe et prit son repas simple. Dehors, la vallée s'étendait silencieuse sous les premières étoiles. Aucun armée, aucun chasseur, juste la terre, le ciel et la conscience que parfois, le plus courageux est de choisir de ne pas se battre. Son ranch tiendrait. L'eau coulerait. Et quiconque passerait, Apache, ami ou étranger, pourrait boire et continuer sa route. Ce n'était pas un grand héritage, mais c'était honnête. Dans une terre où l'honnêteté valait plus que l'or, Corbin Thorne avait trouvé comment vivre avec honneur. Les semaines suivantes, la vallée reprit son rythme habituel. Les chevaux broutaient, les oiseaux revenaient chanter au lever du soleil, et le vent, toujours chargé de poussière, semblait murmurer l'histoire des derniers événements à qui voulait l'entendre. Corbin travaillait dur, réparant les clôtures, soignant le bétail, et, chaque matin, s'arrêtait un instant pour toucher le collier sur sa poitrine, rappel silencieux que la paix n'était jamais acquise mais toujours méritée.
Un matin d'hiver, alors que le givre recouvrait les herbes et que le soleil se levait timidement, Corbin aperçut une silhouette à cheval au loin. Les traits étaient familiers. Nijoni. Elle descendit doucement dans la vallée, l'air grave mais déterminé. Corbin sentit un frisson parcourir son échine. Si elle venait seule, c'était que quelque chose de sérieux s'annonçait. « Corbin, dit-elle en se rapprochant, mon peuple a besoin de toi. » Il fronça les sourcils. Depuis le test, il avait tenu ses distances, respectant les règles tacites de la vallée. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il. « Parce que tu as compris quelque chose que peu d'hommes comprennent, » répondit-elle. « Tu donnes sans attendre. Tu observes sans juger. Et maintenant, nos ennemis, ceux qui brûlent nos villages, se rapprochent de nos terres d'été. Nous avons besoin de quelqu'un qui voit plus clair que la colère et la vengeance. » Corbin resta silencieux un moment, le vent glacé froissant ses cheveux et sa barbe naissante. Le choix était clair, mais le danger était immense. L'homme qu'il était devenu, seul dans la vallée, devait maintenant sortir de l'isolement. « Très bien, dit-il finalement. Je viens. Mais pas comme un guerrier. Comme un témoin. » Nijoni sourit légèrement, presque imperceptiblement. Elle savait qu'il ne serait jamais un guerrier, mais qu'il pouvait devenir quelque chose d'encore plus rare, un pont entre deux mondes. Ils chevauchèrent ensemble vers le nord, la vallée derrière eux disparaissant dans le brouillard matinal. Les crêtes semblaient silencieuses, presque respectueuses. Corbin observait chaque pierre, chaque arbre, chaque signe de la nature, sentant que l'esprit des lieux lui parlait. Alors qu'ils approchaient des terres d'été, des colonnes de fumée apparurent à l'horizon. Des feux de camp, mais aussi des flammes, signe qu'un village venait d'être attaqué. Corbin sentit sa mâchoire se serrer. Les hommes qu'il avait laissés partir auparavant n'étaient plus là, et la vengeance de certains n'attendait pas. « Nous devons les arrêter avant qu'ils ne détruisent tout, » dit Nijoni, voix basse mais ferme. « Et si nous échouons ?» demanda Corbin. « Alors tu auras fait ce que peu d'hommes feraient, avoir essayé de protéger la vie plutôt que de chercher la guerre. » Ils avancèrent dans la poussière rouge, les chevaux silencieux mais alertes. Corbin savait que chaque pas pouvait être celui où tout basculerait. Pourtant, il avançait. Parce que la leçon de la vallée était simple, parfois, le plus grand courage n'est pas de tirer, mais de choisir de se tenir debout pour ce qui est juste, même au milieu du chaos. Au moment où ils arrivèrent sur la crête qui dominait le village, Corbin vit les visages apeurés des habitants, les flammes léchant les toits de chaume, et les silhouettes des assaillants s'approchant. Il inspira profondément, la main sur le collier, sentant la force silencieuse de 300 guerriers derrière lui, même s'ils étaient loin. « Nous commençons ici, » dit-il, et Nijoni hocha la tête. Et pour la première fois depuis son arrivée dans cette vallée, Corbin Thorne comprit que sa paix n'était jamais simple, qu'elle était un équilibre fragile entre respect, courage et humanité. Il n'était plus seulement un homme seul dans la poussière, il était devenu quelqu'un capable de changer le destin de ceux qu'il croisait.